Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au départ, ce n'était qu'un jeu, rien qu'un jeu. À la veille de Mardi Gras, on allait crier et danser sous les fenêtres des moines pour troubler leur sommeil et se moquer un peu d'eux en entonnant quelques refrains paillards. Où est le mal? C'est bon enfant. Et il n'est même pas dit d'ailleurs que ces conduites de bruit soient si subversives que cela. N'ont-elles pas pour fonction, au contraire, d'orchestrer une contestation rituelle, donc inoffensive, d'un ordre social qui peut sortir renforcé de l'épreuve. C'est du moins ce que prétendent les anthropologues lorsqu'ils étudient, par exemple, le charivari. Mais nous sommes à Payerne, non loin de Fribourg, en 1420, et d'évidence, ces fiers montagnards suisses n'ont pas beaucoup lu les anthropologues. Ils sont sortis dans la rue, ils occupent les lieux, ils prennent goût au tumulte. Le lendemain, ils y sont encore, et le surlendemain également. Nous évoquions il y a 2 semaines des dominants qui ne jouaient pas le jeu du métier de régner. Voilà des dominés qui se prennent au jeu d'un carnaval qui dure. C'est donc l'histoire d'une révolte qui naît d'un dérapage, celui d'un défoulement rituel censé la conjurer. Autrement dit, ce qui fait événement ici, c'est un loupé du rituel, exactement comme à Romans, en février 1580, où le happening du travestissement des gueux en roi des sots tourne mal. Mais nos payernos n'ont pas lu non plus le carnaval de Romans d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est pourtant un très bon livre, alors ils improvisent. Dans quel cadre politique ? Eh bien, dans celui que leur impose ou leur inspire la disposition des lieux de pouvoir. Nous sommes donc au début du XVe siècle, dans le canton de Vaud, caractérisé par une forte culture politique des communautés d'habitants. Or, celle-ci est dominée depuis le Xe siècle par un prieuré clunisien, à l'ombre duquel s'est développé le bourg monastique de Payerne. Et l'on sait que la seigneurie ecclésiastique est toujours la moins propice à l'essor des libertés communales. Les relations politiques sont donc tendues entre la communauté des habitants et les moines. Ces derniers leur imposent une fiscalité lourde tout en faisant obstacle au développement de l'autonomie urbaine. Au tournant du XIVe siècle, en 1347 précisément, les moines leur ont accordé le droit de réunir une assemblée communale, mais pas celui de posséder un sceau, donc ils n'ont pas de personnalité juridique, et les registres des visites pastorales, il en existe un pour l'année 1416-1417, donc juste avant les événements insurrectionnels qui nous intéressent. Ces visites pastorales donc témoignent de la montée des tensions. Le bourg, il lit-on, est peuplé d'un nombre infini d'excommuniés. C'est donc dans ce contexte qu'intervient la mascarade du Mardi Gras 1420 qui tourne à l'émeute. On apprend à cette occasion que le Conseil des habitants se réunit illégalement depuis plusieurs mois. Il ne s'agit donc pas seulement d'une commotion, mais bien d'une prise de pouvoir. D'ailleurs, le prieur fuit, la ville est mise en défense, l'Assemblée des habitants organise l'autogouvernement urbain et ils vont tenir 9 mois. 9 mois pendant lesquels ils s'emparent de certains attributs de l'autorité publique, la proclamation de la foire, l'organisation des distributions charitables notamment. Or, et c'est cela qui m'intéresse ici, cette appropriation politique est aussi un investissement de l'espace. Les habitants envahissent le verger du prieur, volent ses fruits, coupent les arbres, détruisent la clôture pour, disent les textes, faire du lieu une platea communis. Donc il s'agit bien, là encore, de requalifier politiquement les lieux qui deviennent politiquement différents du fait d'être énoncés d'une autre manière. Désormais, c'est une place publique commune, dit le texte. Mais de quel texte parle-t-on ?
de ceux, évidemment, qui résultent de la reprise en main des pouvoirs monastiques et que l'historien Matthias Wirtz a publié et étudié dans une remarquable monographie des cahiers lausannois d'histoire médiévale. Le duc de Savoie, Amédée VIII, envoie ses commissaires pour diligenter une enquête. Il est l'avoué du prieuré et détient donc l'autorité de fait sur cette ville qui est située à la périphérie septentrionale de son État. Et le prince va rétablir l'ordre, mais il va le rétablir lentement. Et c'est cette lenteur qui est en elle-même une arme politique. Parce qu'il souhaite évidemment restaurer l'autorité du prieur clunisien, mais il souhaite aussi, du même coup, faire cesser la rébellion avec modération, car c'est pour lui l'occasion de faire progresser son propre pouvoir d'arbitrage. Au terme d'un long processus judiciaire, le règlement du conflit est finalement très modéré, une simple amende, plusieurs fois minorée. Et donc la question que peut se poser l'historien, c'est à quoi tout ça a servi, tout ça pour ça? Quel est, au fond, l'objectif réel de l'enquête? Lors de ce procès, se distingue nettement la confrontation de deux stratégies discursives de qualification. Il y a les moines qui, classiquement, diabolisent les événements. L'assemblée municipale était illégale, donc c'est une secta. Le terme est ordinairement utilisé pour accuser les hérétiques, secte, sauf que dans ces deux premières décennies du XVe siècle, et particulièrement dans ce canton de Vaud où l'imputation d'hérésie est en train de s'élargir à ce qui va s'appeler plus tard la sorcellerie, on observe évidemment les prémices de la chasse aux sorcières, et tout cela a un poids très lourd de dénoncer une communauté comme secte, c'est dire effectivement une secrète subversion démoniaque. Ainsi, par un seul mot, secta est accrédité l'idée d'un complot occulte ourdi par les habitants de Payerne. Quant à ces derniers, ils traitent les moines noirs de corbeaux, ils les insultent, ils les menacent, ils disent mort aux moines, mais ils n'en tuent aucun. La violence physique se reporte sur les serviteurs laïcs du prieuré, comme si effectivement une sacralité protégeait encore leur maître. Il y a, comme pour les persécutions anti-juives, un rapport complexe entre violence verbale et violence physique, de même qu'entre ritualisation et déritualisation de la violence. Mais je l'ai dit, l'essentiel réside sans doute dans la procédure elle-même, qui fait comparaître 148 témoins, qui représentent 40% des foyers de la ville. 148 témoins qui vont, pendant de longs jours, venir devant les enquêteurs qui leur soumettent une longue série de 71 questions. De qui les édiles tiennent-ils leur pouvoir? Qu'est-ce que c'est que être représenté? Vous vous sentez représenté? Ont-ils la faculté d'effectuer des démarches sans autorisation? Et vous, avez-vous la faculté d'exercer une telle légitimité? Il s'agit au fond de faire avouer aux témoins l'illégitimité de leur acte de rébellion par un effet subtil d'inculcation de la norme. Les questions n'affirment jamais explicitement une condamnation des faits, celle-ci se construit progressivement à la faveur des réponses et des non-réponses et des contradictions, ne fournissant pas d'autre alternative à la parole des révoltés que le mutisme. Et à la fin, ils se taisent et ça vaut rétractation. Tous, donc, avouent plus ou moins à la fin ne rien savoir des événements et ne pas comprendre leur motivation. Et tel est le dernier mot du rappel à l'ordre, qui est au fond de ramener les acteurs à l'ignorance de leur programme, de la modalité de l'action et même de leurs intentions. Il y a dans cet épisode deux dimensions qui m'intéressent tout particulièrement et qui renvoient à la démarche d'ensemble de ce cours que je relance aujourd'hui pour sa dernière ligne droite du mois de mars. La première dimension est langagière.
Il s'agit bien d'une scène de parole où les lieux de pouvoir se requalifient en situation par des énonciations agissantes. Et voilà pourquoi c'est une autre scène langagière, celle judiciaire de l'interrogatoire, qui seule est à même de contredire et d'effacer le scandale. Car il y eut bien, pendant ce carnaval, à l'arrêt, cette subversion qui parvenait à conquérir la durée au-delà de la ferveur des commencements et des embrasements, il y eut bien, oui, scandale. En coupant les arbres fruitiers du verger du prieur et en abattant sa clôture, on fait place, c'est-à-dire qu'on instaure le politique par un emplacement que l'on peut dire public, platea communis. La commune, ici, n'est pas substantivée. Elle requalifie un lieu de pouvoir par la mise en commun d'un espace. Rappelons que dans les statuts urbains en Europe, le lieu public ne se caractérise pas par des qualités architecturales, mais par des usages qui concernent en particulier la manière d'y agir et d'y parler. Un lieu public prend le pouvoir sur nos corps et nos conversations. Il impose un certain phrasé urbain. Et voilà pourquoi il n'est nul besoin d'architecturer des lieux de délibération. C'est l'acte de délibérer qui tient lieu d'assemblée partout où on peut le faire. Voici pourquoi il est important de désassembler la notion de place civique que l'historiographie donne à voir et à admirer comme l'idéal type de la commune italienne. Commune italienne dont on oublie souvent de dire, sauf Machiavel qui lui ne l'oubliait jamais, qu'elle trouve aussi son inspiration dans les formes délibératives des régimes politiques de la Confédération helvétique. L'assemblée civique, que l'on appelle arengo en Italie centrale et parlamentum concio commune colloquio en Italie du Nord, cette assemblée n'a pendant longtemps pas eu de lieu propre. N'importe quelle portion d'espace, église, cimetière, halle, maison privée, pouvait être reconfigurée par une parole politique d'échange et de confrontation, car c'est la modalité de cette parole qui accueille et suscite le déploiement d'un espace public au sens habermasien, c'est-à-dire comme sphère abstraite et non comme espace. Il peut s'architecturer quelque part dans la ville, mais on a vu ensemble comment l'accentuation de la solennité et de la beauté architecturale des espaces civiques était aussi une façon de dépolitiser ces lieux publics ou de bloquer le déploiement de l'Öffentlichkeit. Mais celui-ci peut ensuite se disséminer en ville dans la mesure où le régime communal se caractérise d'abord par sa pluralité institutionnelle et son polycentrisme urbain. Cette cartographie des lieux de pouvoir instituée par la modalité d'action des corps parlants qui les occupent peut fort bien se décrire, comme on le fait depuis le début de ces séances, selon la théorie ancienne du locus, telle qu'elle est ressaisie par la pensée politique médiévale aristotélico-thomiste, c'est-à-dire, au sens propre, notre lieu commun, dans sa dimension à la fois rhétorique et mnémotechnique. Mais vous vous souvenez peut-être que nous avons tenté de faire travailler ces notions médiévistes par les conceptualisations contemporaines de la création architecturale comme art de la dislocation, en suivant notamment le travail théorique de Benoît Goetz. C'est depuis cette mise en tension entre le locus médiéval et la dislocation contemporaine que je propose de définir l'espacement comme le lieu politique, le lieu propre du politique, ou plus exactement, les espacements du politique comme la dynamique spécifique de son indétermination qui le constitue comme politique. Suivant cela, vous l'entendez peut-être, une intuition ou une inspiration de Claude Lefort. Un espacement est donc ce qui fait place
à la liberté des femmes et des hommes. Entendez ce qui leur fait de la place, leur donne une place, en tant que cette place ne sera jamais assignée à l'avance et une fois pour toutes. L'espace de la place, pas seulement donc la place publique, donc, est ce lieu où l'on s'expose à la visibilité, à la mixité, à un mélange qui n'est pas une mêlée. On retrouve ici tous ces thèmes de la distance, de l'écart que nous travaillons depuis le mois de janvier, un espacement donc, et ici je cite directement Benoît Goetz, c'est ce qui interdit justement de rester en place et de s'en tenir à une place, à sa place, déterminée de toute éternité, par un récit qui néglige l'espace. Donner place à l'espace, c'est annuler en un endroit la puissance de ces récits identificatoires. Voilà, je crois, très exactement ce qu'ont fait les Payernos en 1420, en espaçant le verger du prieur pour faire place à leur volonté politique qui consistait précisément à ne pas tenir en place, refusant de se laisser piéger par les lieux, par les discours ecclésiaux qui les assignaient quelque part, ce que Goetz appelle les récits identificatoires. Il y a bien eu soulèvement, puisque l'espace du verger est proprement renversé et que la platea communis naît de ce renversement. Or, le verger, dans la tradition médiévale, est bien ce lieu d'échange entre corps parlants, échange mystique dans la culture cléricale, échange érotique dans la culture courtoise, dont le rêve politique produit justement la théorie de la politisation selon le mécanisme bien connu du transfert du songe amoureux du roman de la rose au rêve politique du songe du verger, par exemple, grand texte sur la doctrine du droit public rédigé en 1376-1378 pour le roi Charles V, vraisemblablement par le juriste Évrard de Trémogon. Le carnaval continué de Payerne est donc bien un rêve politique éveillé. Si on avait à le décrire poétiquement, on y verrait, avec Henri Michaud dans Misérable miracle, qu'il réalise, je cite, une ouverture qui serait un rassemblement. Mais énoncé en termes politiques, on dira plutôt que les insurgés du canton de Vaud ne créent pas d'utopie, mais bien une hétérotopie, un espace autre au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire qu'ils ne cèdent pas à la tentation de l'échapper belle en allant planter ailleurs leurs rêves d'une autre société, ce qui est toujours possible au Moyen-Âge. Non, ils creusent un espace autre au cœur du même, et ce sont du coup les moines qui, de ce fait, sont enfermés dehors. Voilà donc ce qui nous attend désormais. Suivre la piste foucaldienne de l'hétérotopie qui permet de défiger l'histoire des lieux de pouvoir et d'y retrouver, en convoquant la question de la fiction, du corps, du rêve, cet espace qui nous ronge et nous ravine. Alors je sais, d'accord, j'avais promis que nous le ferions dès cette séance, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 semaines, beaucoup de temps a coulé depuis, ce sera pour la prochaine leçon. Car il y a moins longtemps, c'est-à-dire il y a un quart d'heure, je vous ai aussi dit que 2 choses m'intéressaient dans cette scène. La première est sa dimension langagière, je l'ai dit, et c'est de cela dont nous aurons à reparler. Mais la seconde, c'est sa dimension révolutionnaire, puisque les révoltés suisses ne se contentent pas de contester le pouvoir des moines, ils prennent le pouvoir, et ils prennent le pouvoir en occupant les lieux. Prendre le pouvoir, occuper les lieux, tel est le titre de la séance d'aujourd'hui. Alors, repartons de ce constat d'évidence. C'est en suivant les gestes des révoltés et en établissant la cartographie de leurs raisons pratiques qui, à elles seules, vaut programme politique, que se révèle de manière plus nette et plus nerveuse la configuration des lieux de pouvoir.
Ainsi, lors de la jacquerie de 1358, désignée par les lettres de rémission comme commotion des non-nobles contre les nobles, au point que cette qualification sédimentée finit par devenir un chrononyme au temps de la commotion des non-nobles contre les nobles. C'est ce que montre le remarquable livre de Gaëtan Bonneau, qui vient de paraître aux presses universitaires de France, sous le titre « La jacquerie, 14e, 21e siècle, devenir des effrois de 1358 ». Car il s'agit bien de saisir l'effroi à partir des traces qu'il laisse dans les archives de la répression, et notamment dans les lettres de rémission qui sont enregistrées par le Parlement de Paris. On comprend au passage que ce n'est pas en se situant au cœur de la tempête des récits que l'on peut saisir la vérité de l'événement, mais en se décalant vers ses abords, là où il devient plus lisible, et en prenant le temps de déchiffrer le ciel de traîne de ces documents qui, beaucoup plus nombreux qu'on le croit, s'amassent après l'orage. Mais tout de suite après l'orage. Les premières lettres de rémission, pour éteindre la haine et afin que l'on cesse, je cite, de porter mal volonté ou rancune, datent de juillet 1358. Donc en fait, l'événement est en cours. On est même avant l'assassinat d'Étienne Marcel le 31 juillet. Cette première vague de juillet à décembre 1358 dessine l'empreinte mémorielle du soulèvement, une guerre sociale contre les châteaux. C'est évidemment pas une surprise. Les paysans révoltés s'attaquent d'abord à ces lieux de pouvoir qui polarisent la géographie de la domination seigneuriale, non seulement parce qu'ils la symbolisent, mais parce qu'ils l'organisent. Voici pourquoi la prise de ces bastilles du pouvoir féodal apparaît comme méthodique et relativement organisée. Car comment font-ils ? Un beau dossier peut être ici mobilisé, c'est celui du château de Vèze, dans la vallée de l'Automne, non loin de la forêt de Retz, donc, et pas très loin de Compiègne, qui est le cœur de la commotion de juin 1358. C'est 15 ans après les événements, en 1373 donc, que le fils du châtelain d'alors, Hector de Vèze, engage des poursuites contre les insurgés qui ont pillé et détruit le château. La grammaire des gestes apparaît dans sa logique spatiale et temporelle. Ils avaient robé, pillé, hosté et emporté les meubles, mais aussi les lettres et papiers. Ce qui est pris pour cible, c'est bien le pôle de prélèvement seigneurial qui passe par l'écrit. Donc il s'agit de détruire le chartrier qui justifie les redevances châtelaines. Ensuite, peut-on lire dans la complainte du seigneur, qui estime sa perte à 4000 livres parisis, « Non contents de ces choses, mais persévérant de mal en pis, ils avaient bouté de feu en la dite maison et par tous les édifices et appartenances d'Issel, à tel point qu'elle fut ars, démolie, abattue, détruite et arasée, et si par telle manière qu'il n'y aurait de mourer rien de roi que pour ne feu réamener à air, entendez, raser à fleur de sol. » Donc, il y a là, je l'ai dit, un programme politique en acte. Comment ne pas comprendre qu'il s'agit ici de tout niveler jusqu'au sol, qu'il n'y ait plus trace, qu'il n'y ait plus l'ombre, qu'il n'y ait plus la mémoire de ce qui, justement, faisait de l'ombre au Jacques. On apprend, d'ailleurs, sans grande surprise, qu'une fois identifiés les coupables, dont les lettres de rémission énumèrent les noms, Jehan Richard, Petit-le-Meunier, etc., ceux-ci, en tout cas les survivants, ceux qui n'ont pas été exécutés lors de la féroce contre-jacquerie nobiliaire, ont été requis pour rebâtir le château, la réaction seigneuriale prenant logiquement ici le sens d'un revival de la corvée. Mais on apprend aussi que tandis que Jean continue d'obtenir réparation en justice contre ceux qui ont détruit le château de son père Hector, son frère, Raoul de Vèze, se venge en assassinant un certain Oudard Accoulet
qui est lui-même sergent dans la suite du duc d'Orléans, mais qui avait participé à l'effroi en 1358, ce que Raoul, qui n'était alors qu'un enfant, n'avait pas oublié. Donc, la question de la mémoire et de l'oubli est ici posée, et je dirais posée en situation, dans les lieux. Et si l'on se transporte à présent dans un cadre urbain, la situation est-elle fondamentalement différente? Ce n'est pas certain. En ville aussi, on peut vivre à l'ombre d'un donjon seigneurial. La tour est le point d'appui de l'emprise du lignage sur le sol urbain. C'est particulièrement vrai dans l'Europe méditerranéenne, caractérisée par une forte présence nobiliaire, la hidalguía en Espagne, les chevaliers citins dans les villes de l'Europe de la France méridionale, les cavaliers dans l'Italie communale. Donc, l'image d'une cité italienne hérissée de tours seigneuriales, San Gimignano, Bologne, mais même aussi Florence. Il y a 200 tours patriciennes à Florence au début du XIVe siècle. Villani considère que c'est une survivance, mais enfin elles sont quand même toujours là. Tout cela exprime avec éloquence le fait que le sol urbain obéit globalement aux mêmes propriétés que l'espace rural. Il est hétérogène, discontinu, polarisé par la position des puissants. La città turrita correspond donc à un certain moment de l'histoire des sociétés urbaines, celui où les lignages nobles dominent sans partage des espaces non encore définis par les normes de la puissance publique, puisque dès le XIIIe siècle, et c'est pour ça que Villani trouve que c'est quand même ces tours lignagères sont quand même, à modo antico, sont quand même une survivance. Dès le XIIIe siècle, les statuts urbains tentent en Italie d'écrêter ces symboles trop hautains de l'indépendance nobiliaire, ou au moins d'en limiter la hauteur, qui ne doit pas dépasser celle du campanile public. Reste que les luttes communales sont la poursuite, on le sait bien, de la guerre féodale par d'autres moyens. On trouve, par exemple, toujours chez le chroniqueur florentin Giovanni Villani, beaucoup de mentions de destruction de maisons ou de martelage des armoiries sur les façades après la défaite d'une des factions de la ville. Par exemple, en 1266, après la victoire du parti guelfe, les biens immobiliers des Gibelins et autres opposants bannis de la ville sont minutieusement recensés avant d'être, pour certains, détruits, et détruits comme a été détruit le château de Vèze à Ras. Autant, d'ailleurs, ça crée des opportunités foncières qui ouvrent la voie à un élargissement de l'espace public. Le plus bel exemple, c'est la Contrada Uberti, Uberti du nom d'une puissante famille noble chassée de la ville à ce moment-là, qui est entièrement rasée et, je cite encore Villani, de tous ces immeubles l'on fit la place publique afin qu'ils ne puissent jamais les reconstruire. Donc la place publique est une manière, au fond, de réserve foncière qui empêche la reprise lignagère. Or, le palais des prieurs, c'est l'actuel Palazzo Vecchio, borde cette place et il l'aborde, il est légèrement décentré parce que, dit la chronique, on ne voulait pas qu'il morde sur ce sol maudit où avaient habité les Uberti et dont la place civique écrasait littéralement la mémoire. Nous avons déjà rencontré ce paradoxe de la destruction mémorable avec le démantèlement de la Bastille qui devient elle-même lieu de mémoire. En Italie communale, la pratique de la peinture infamante, étudiée dans un livre classique de Gherardo Ortali, mais depuis l'historiographie a beaucoup progressé, cette pratique l'exemplifie pareillement. Parmi ses origines, à la peinture infamante et la pratique de la damnatio memoriae, attestée largement au XIIIe siècle. Je l'ai dit, on rase les maisons des condamnés, on efface leurs noms, on aveugle les statues, on gratte et martèle les armoiries. Mais comment châtier les crimes
de trahison, de banqueroute, les délits de corruption, de prévarication, qui occasionnent le plus souvent des bannissements, et quand ils ne sont pas bannis, eh bien, la fuite des suspects. Il n'est pas acceptable que la cité ne garde pas la mémoire de ces crimes. Rien ne le précise dans les textes législatifs, mais la pratique de la peinture infamante indique bien que ce sont les délits politiques et économiques des puissants qui sont punis par la peine d'infamie. Le cas le plus courant, c'est le marchand banqueroutier qui a pris la fuite. Alors, on va s'attaquer à ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il ne peut emporter avec lui, puisqu'elle demeure justement à vue dans l'espace public, son honneur. Alors, on dira effectivement que dans chaque peine d'un système punitif, on doit distinguer une composante afflictive et une composante infamante, même si les deux se mêlent souvent. On a honte d'être emprisonné au Moyen-Âge, mais avec la peinture infamante, il s'agit de s'attaquer uniquement à la réputation et à l'honneur d'un condamné, le plus souvent par contumace, en le représentant de manière grotesque, lui faisant subir le vituperium, qui est une forme un peu oublié d'humour judiciaire, il est déculotté, il est pendu par un pied, etc. Et la peinture infamante, c'est donc le moyen de rendre présent à nouveau celui qui s'est absenté, de le condamner à une présence infamante, de le représenter au centre de la ville, alors que précisément il avait voulu s'en extraire, et s'extraire de l'espace public. C'est un système symbolique qui manifeste avec éclat le refus de l'exclusion. Un condamné à échapper à la visibilité de la peine, on le ramène de force en effigie au centre de la ville. Et l'histoire de la peinture infamante est celle de sa publicité croissante. Au départ, le lieu, on le figure là où il a péché. Puis, le lieu d'exécution de la peine se déplace du lieu du délit au siège du pouvoir public, le palais communal. Les peintures sont d'abord placées à l'intérieur. Le premier exemple, c'est le Broletto de Brescia en 1270, puis elles sont mises à l'extérieur, sous le regard du plus grand nombre. On est effectivement dans un système qui est contemporain d'une croyance en la pédagogie de l'image. Et cette logique urbano-centrique de la peine infamante participe à la définition et à la défense d'un espace public arraché aux solidarités de la contrada. C'est donc dans cet espace public que doit éclater l'infamie du condamné, et pas seulement dans l'espace d'interconnaissance du quartier. La peine de peinture infamante, donc qui est, je l'ai dit, attestée depuis les années 1260-1280, elle demeure dans les systèmes législatifs italiens jusqu'au XVIIe siècle. Mais en fait, dans la pratique judiciaire, elle décline au XVe siècle, elle subit un reflux régulier, demeure à l'état de trace. Il n'y a qu'à Milan que la coupure est plus franche. En 1396, Gian Galeazzo Visconti préside à la nouvelle rédaction des statuts urbains. Il est devenu duc de Milan. Et le texte réglementaire est alors très net. Il interdit de recourir désormais à l'usage de peinture, de peindre les images des condamnés sur les palais communaux, et ordonne d'effacer les figures existantes. Pourquoi ? Le texte donne une justification, parce que c'est la ville tout entière que ces images déshonorent. C'est un curieux retournement. Le corps social tente, par la peinture d'infamie, de se défendre contre ceux qui sont indignes de lui, de mettre en scène leurs transgressions pour mieux s'en protéger, et au total, c'est sur lui que retombe l'infamie. Ce dont témoigne le texte milanais de 1396, c'est qu'au fond, un système symbolique ne s'épuise pas, il se retourne comme un gant, c'est-à-dire qu'à la fin, il produit des effets contrariants. Et ça fonctionne, à un moment, ça fonctionne à l'envers. Or, c'est bien cette logique de renversement de l'ordre symbolique qui est effectivement
à l'œuvre dans, je dirais, la dimension spatiale rébellionnaire, le meilleur exemple étant celui qui va nous arrêter aujourd'hui, la révolte des Ciompi de l'été 1378 à Florence. Les Ciompi, ce sont les plus pauvres, les plus dépendants, les plus démunis des ouvriers de la grande manufacture lainière florentine qui, à la faveur d'une insurrection à l'été 1378, donc, prennent la ville et imposent pendant quelques semaines le programme politique radical du Popolo Minuto. Ils sont bien entendu écrasés par la répression et l'histoire politique florentine est ensuite celle du verrouillage oligarchique du gouvernement urbain, en particulier par les Albizzi, jusqu'à ce qu'en 1434, les Médicis s'en emparent. Mais la révolte des Ciompi, c'est la grande peur des possédants qu'elle provoque. Elle fait coupure, non seulement à Florence, mais dans toutes les villes italiennes. Elle révèle d'abord l'ampleur de la violence sociale suscitée par l'industrialisation accélérée des grandes cités italiennes. Il y a les ouvriers de la laine à Florence ou à Milan, mais il y a aussi l'arsenal de Venise ou le port de Gênes, où là, effectivement, c'est bien d'industrie dont il s'agit. Et cette mutation économique a fait, au fond, voler en éclats l'ancien cadre réglé de la cité médiévale, régie par la réglementation des métiers. En se révoltant, les Ciompi ne font pas autre chose que de réclamer une place dans un système politique que les humanistes, ces propagandistes, exaltent comme républicain. Écoutons d'abord ce qu'en dit Ser Guido Cimatore dans son livre de souvenirs. C'est pratiquement la seule source contemporaine écrite par un représentant des Minuti, ou en tout cas quelqu'un qui ne leur est pas férocement hostile parce que membre de l'oligarchie ou professionnel de l'écriture. Pagolo di Ser Guido se dit cimatore, c'est-à-dire tondeur de drap. Dans certaines sources fiscales, il apparaît comme orpelaio, c'est-à-dire fabricant d'oripeaux. Il habite dans un quartier ouvrier d'Oltrano, donc de l'autre côté de l'Arno. Son père était un petit notaire ou un maître d'école, et c'est très probablement grâce à lui qu'il a appris à écrire. Donc, et puis il aura quelques responsabilités publiques pendant le gouvernement des arts mineurs. Bon, c'est un petit artisan pauvre qui sait écrire, mais qui n'en a guère l'habitude. De là, ces confusions chronologiques. Il ne vit pas dans le monde mathématisé, le temps mathématisé des marchands, mais dans la succession des instants, poi, et puis, on voit bien comment, effectivement, s'agence, ou plus exactement, s'agite sa narration. Écoutez plutôt. Le 15 juin 1378, on cria plusieurs fois « Viva il popolo » au palais des prieurs, et on ferma les boutiques, et ce jusqu'au vendredi soir. Puis, le mardi, une rumeur se leva, et le popolo s'arma, et tous les arts accoururent sur la place des prieurs avec leurs gonfalons, leurs drapeaux, criant « Viva il popolo ». À 13h, ceux de l'art des fourreurs de verre se rendirent avec leurs gonfalons à la maison de Messer Lapo de Cassigonchio, pillant et brûlant chez lui et ses consorts. Et ils allèrent à la maison de Mastino, et ils pillèrent et brûlèrent, puis chez Carlo, et ils pillèrent et brûlèrent, etc. Et c'est interminable comme ça. Il y a seulement, évidemment, et c'est ça qui est intéressant du point de vue de ce que Christian Clapis-Dubert appelle la maison et le nom, les seuls qui sont désignés sont évidemment les nobles, les puissants, qui ont des maisons qu'on pille et qu'on brûle. Non seulement ils pillaient, mais ils brûlaient tout, écrit Guichardin au début du XVIe siècle, avec encore cette mémoire proprement cuisante de cette insurrection. Racontant la répression ensuite de décembre 1378, Pagolo écrit que 12 hommes ont été décapités
parmi lesquels Messer Tornaquinci et Pippo de Rossi, et que les autres étaient des pauvres. Donc vous voyez, il ne dit les noms que des puissants. Et ce qu'il faut entendre dans ce texte, c'est cette logique-là, cette logique langagière, mais c'est aussi la dynamique spatiale de l'insurrection et l'occupation des lieux de pouvoir. On trouverait bien des situations historiques, en somme, pour conforter la philosophie politique du rassemblement dont Judith Butler rappelle à juste titre la performativité. Occuper l'espace public, c'est plus que prendre position, c'est plus que faire pression, c'est instituer le politique en exposant sa propre vulnérabilité. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, le chroniqueur dit du même ton le soulèvement et la répression. Il est maint exemple dans l'histoire des commotions urbaines du Moyen-Âge, et l'on pourrait ici prendre plutôt le cas des villes flamandes, qui le montreraient avec éloquence, qui décrivent au fond cette effectivité directe de l'occupation corporelle de l'espace public. Même si ce n'est pas menaçant, même s'ils ne sont pas armés, un pouvoir ne résiste pas longtemps à l'occupation physique des lieux par ceux qui n'y ont pas leur place. Nous sommes bien ici dans cette logique de l'espacement qui fait temporairement de l'espace civique florentin un espace autre. C'est ça qui est fondamental. C'est qu'au plus chaud de l'été 1378, Florence était devenue méconnaissable. Ce n'est pas parce que les choses ont été détruites, n'ont pas eu tant de temps que ça de le faire, mais c'est parce que, au fond, il était requalifié par une présence qui était celle de l'Oltrarno, hein, ils venaient d'ailleurs, c'était des banlieusards au sens propre, les Ciompi, et parce que, au fond, cet espace est resémantisé. Il est resémantisé de manière visuelle, il est resémantisé de manière sonore. Visuelle, déterminante, et ici l'analyse de Richard Trexler, qui est un historien des rituels florentins, qui l'étudie comme, je le cite, un processus politique en action, et il existe donc un centre rituel à Florence, duquel les marges urbaines dont viennent les Ciompi sont évidemment exclues, d'où l'intérêt d'une analyse cérémonielle des événements de l'été 1378, où le tumulte s'est également exprimé sur le front de la communication de masse. Et vous l'avez entendu dans le bref extrait que je vous ai lu, Trexler a notamment étudié l'enjeu systématique de la possession des bannières. On sort les gonfalons, hein, et ce qui est un élément visuel qui joue ce double rôle de catalyseur d'individualité et de légitimation de l'action du groupe. Alessandro Stella a complété l'analyse par l'étude de la géographie campanaire de l'espace sonore et de la guerre des cloches. Dans le chef d'accusation des leaders des Ciompi, on insiste beaucoup sur le fait qu'ils ont fait sonner les cloches des églises périphériques pour se rassembler, c'est-à-dire que c'était effectivement le signal de la révolte, déréglant un système sonore où, au contraire, chaque son de cloche avait sa place depuis le centre. C'est un crime, c'est un scandale. Et celui qui a fait sonner la cloche de San Lorenzo, celui qui a mis la cloche de San Lorenzo qui donnait le la et le tempo aux autres, et qui, au contraire, est soumis, cette fois-ci, au rythme campanaire des marges, celui-là a un traitement de faveur. Il est suspendu dans une cage de fer. Les Ciompi ont détourné le rituel campanaire où chaque cloche périphérique était réglée sur le son de la grosse cloche de la tour du palais pour en faire un instrument de logistique révolutionnaire.
L'ordre rituel est inversé. Il est désormais centripète. Les tocsins périphériques sonnent le rassemblement des Ciompi qui, le 22 juillet 1378, montent sur la tour du palais faire sonner la grosse cloche. Et là, effectivement, on voit ce qui justifie le fait que, oui, 200 ans plus tard, effrayé, Guichardin en parle encore. Parce que, là, il ne s'agit pas, on est bien dans le thème, occuper les lieux, prendre le pouvoir un été durant, mais voilà, du 22 juin au 31 août, les travailleurs les plus humbles, les plus précaires de la grande manufacture lainière se sont soulevés. Ils ne voulaient pas être soumis. Ils réclamaient une représentation politique dans les organes des gouvernements de la ville. Ils l'ont eu pendant 2 mois. On appelait ça le gouvernement des arts mineurs. Ils brûlèrent, ils pillèrent, mais surtout, ils ont occupé les lieux de pouvoir, ils ont pris temporairement le pouvoir. Écrivant ces histoires florentines, à partir des années 1520, Machiavel enregistre les dernières secousses de cette grande peur sociale. Mais convaincu pour sa part que le passé éclaire le présent, il cherche aussi à comprendre l'échec de la révolte. C'est pour lui le type même du mauvais tumulte qui attise la guerre civile au lieu de faire progresser la vie libre dans la cité. Le 13e chapitre du livre 3 de ces histoires florentines interrompt pourtant brutalement ce récit, sagement ordonné, par une prise de parole fracassante. C'est le discours du Ciompi, qui est devenu une sorte de chef-d'œuvre de la pensée radicale italienne, dite dans les usines dans les années 70, au moment des grandes contestations ouvrières. Le discours des Ciompi, du leader Ciompi, ce moment effectivement fracassant d'une parole qui brise l'unité même des histoires florentines de Machiavel. Voilà un Ciompi, parmi les plus hardis et de plus d'expérience, qui parle, je cite, pour donner du courage aux autres. Machiavel écrit en historien, il pense, à tort, mais de bonne foi, qu'il n'existe pas de voix contemporaine favorable à la révolte de 1378. On vient de voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc la parole de ce peuple qui manque, il l'invente, il la met en scène. Il fait parler le leader imaginaire de la révolte en un véritable monologue d'une pièce de théâtre politique qui troue littéralement son récit. Dans ce cas, les clercs du passé n'illuminent pas le présent, mais l'électrisent. Car l'appel du tribun plébéien à poursuivre la lutte pour l'égalité sociale, évidemment, a frappé la postérité par sa radicalité. Voilà ce que dit le leader des Ciompi chez Machiavel. « Dépouillez-vous tout nus, vous nous verrez semblables, revêtez-vous de leurs habits et eux des nôtres, sans aucun doute nous paraîtront nobles et eux ignobles, car seules les pauvretés et les richesses nous rendent inégaux. » Et tout cela, effectivement, fait ce que j'ai appelé un carnaval continué. En 1934, dans un article de la Critique sociale, revue dirigée par Boris Souvarine, la philosophe Simone Weil estime que si ce soulèvement prolétarien du XIVe siècle vaut la peine d'être considéré, c'est parce qu'il présente, je la cite, déjà, avec une pureté remarquable, les traits spécifiques que l'on retrouvera plus tard dans les grands mouvements de la classe ouvrière. Et voilà pourquoi la harangue machiavélienne est entrée aujourd'hui dans l'imaginaire politique de la culture insurrectionnelle. On y entend la voix d'un travailleur qui exhorte ses camarades à poursuivre l'action jusqu'au bout. La question est-il, faut-il prendre les armes, brûler et piller les maisons des citoyens? Ils l'ont déjà fait, sans aucun succès. La réponse, donc, du leader des Ciompi, vous voyez que la ville est pleine de rancœur et de haine à notre égard. Alors que faire? L'inclinaison des travailleurs serait de rendre les armes. Mais, poursuit-il, je serais d'avis qu'il convient de réfléchir
et en fait de délibérer. Nous devons chercher deux choses et fixer deux buts à nos délibérations. L'un, empêcher que nous soyons prochainement châtiés de nos actes. L'autre, pouvoir vivre avec plus de liberté et de satisfaction que par le passé. Prêter cette rationalité politique au Ciompi est déjà en soi un acte politique majeur chez Machiavel. Il y a là un projet stratégique et une intelligence tactique. Or, qu'enseigne la jurisprudence de l'histoire? Ça commence à être quand même impressionnant. Je cite, « Là où les fautifs sont nombreux, on ne châtie personne. Là où l'on punit les petits délits, on récompense les fautes graves. » Autrement dit, si la violence se généralise, non seulement elle restera impunie, mais elle deviendra fondatrice de droit. Aussi faut-il, selon moi, pour que nous soyons pardonnés de nos anciennes erreurs, en commettre de nouvelles, en redoublant de méfaits, en multipliant les incendies et les vols, et nous efforcer d'avoir en cela de nombreux compagnons. Ce qui est révolutionnaire dans ce passage n'est pas la radicalité du discours lui-même, que Machiavel n'assume pas, évidemment, parce qu'il pense que de toute façon, ça se terminera mal. Et il ne voit dans les tumultes de l'été 1378 que la fureur d'une multitude débridée, qui exprime au passage cette illusion scolastique ordinaire qui consiste à dénier aux acteurs du passé toute rationalité pratique et aux dominés la science de leur domination. Non, ce qui est révolutionnaire, c'est le fait même de laisser une parole autre, incontrôlable, entrer par effraction dans le discours convenu de l'histoire. Le leader anonyme des Ciompi n'est pas le porte-voix de l'intellectuel, et l'intellectuel n'est pas non plus son porte-parole. Dans ce théâtre du pouvoir, Machiavel lui rend sa voix, littéralement, et l'on pense ici aux écrits de Jacques Rancière, dénonçant à la fois la volonté de l'historien de trouver un lieu pour chaque parole et la tentation de l'intellectuel de porter la parole de ce lieu. Reste que le lieu de l'écriture politique, machiavélienne, est bien celui du désenchantement quant à l'efficace des révoltes et des conjurations. On peut occuper les lieux et prendre le pouvoir. On peut faire commune en creusant des espaces autres au cœur de dispositifs hostiles, mais tout cela ne fait pas une mutazione dello Stato, c'est-à-dire un changement de régime, ou du moins un déplacement de l'assise du pouvoir. Car Machiavel écrit au temps des princes, où, finalement, au bout du compte, le seul lieu de pouvoir, c'est le prince, c'est son corps souverain. S'il y a un lieu à prendre, c'est celui-ci, c'est seulement celui-ci. Par la force du verbe, par celle de la contrainte physique, par l'emprise sexuelle qui les combine l'une et l'autre, peu importe, choisissez. Mais retrouvons ici notre réflexion précédente sur les politiques de l'amour et le sexe du pouvoir. Souvenez-vous notamment du scandale des bruits du roi Philippe le Bel en 1314, qui devient l'affaire de la tour de Nesle. Nous l'avions analysé il y a un an du point de vue de l'histoire de la violence sexuelle et du consentement, mais elle peut tout aussi bien alimenter une réflexion sur l'opacité de ces lieux de pouvoir qu'Annie Lebrun appelait les noirs châteaux de la subversion. Et nous retrouverions alors la Bastille, où était enfermé le marquis de Sade. Le grand livre de Jocelyne Darlia sur harem et sultan montre bien comment, au tournant du XVe et XVIe siècle, le sérail devient l'un des rouages de l'État sultanien et que c'est en s'emparant du harem, c'est-à-dire de la libido princière, que l'on peut prétendre prendre le pouvoir. Cette sexualisation de la tyrannie étant l'un des moteurs de la construction occidentale du despotisme oriental. On songe évidemment au Bajazet de Racine. On en retrouvera d'ailleurs un écho atténué dans le royaume de Castille au XVe siècle, où, comme on s'en souvient peut-être, l'humaniste Alfonso de Palencia
diffame dans ces décades le roi Henri IV de Trastamare en faisant de la façade de son château de Ségovie le visage de la tyrannie. Mais c'était aussi pour dire que cette façade était l'écran derrière lequel se jouait le théâtre d'ombre d'une libido despotique. Ainsi décrit-il la mollitia, la mollesse du roi, qui s'abandonne au péché mort, c'est-à-dire à la passivité sexuelle, le rendant disponible au pouvoir, à la prise de possession de ces privados. Autrement dit, le corps du prince est à prendre, et ses favoris montrent le chemin. François Foronda a montré comment cette atteinte au roi était ritualisée au XVe siècle, du coup de taureau en 1354 à la farce d'Avila en 1465, et que qui veut prendre le pouvoir dans le royaume de Castille doit faire effraction dans la chambre du roi, ce que fait l'infant Henri d'Aragon au petit matin du 14 juillet 1420 à Tordesillas, son irruption fracassante étant l'une des étapes de la négociation des rapports entre le roi et sa noblesse. Ça donne évidemment une importance cruciale à l'architecture palatiale elle-même, au seuil qui mène vers les espaces privés, et notamment à ceux qui sont censés garder ces seuils, comme les chambriers. Mais suffit-il de s'emparer du corps princier pour changer l'État? Telle est la question machiavélienne. De ce point de vue, et j'en terminerai par là, le récit de la conjuration des Pazzi en 1478, tel qu'il est reconstitué toujours pour Florence par l'historien Laura Martinez, permet de saisir les enjeux principaux. C'est le moment, nous sommes à Florence, c'est le moment où Laurent de Médicis imprime une très nette inflexion autoritaire à son pouvoir, que le développement de la civilisation de cour sert à la fois à masquer et à entretenir. Le 26 avril 1478, une conjuration projette l'assassinat de Laurent dans la cathédrale. Les conjurés ratent Laurent, mais tuent son frère Julien. Ils se réclament de la République romaine et du devoir de tyrannicide et disent qu'ils renouent un pacte politique implicite, scellé par un serment collectif. Le meurtre d'un seigneur dans une église, et selon un plan d'action qui ménage une visibilité maximale à la scène et qui ne laisse évidemment aucune chance de survie aux conjurés, fait du tyrannicide ici un acte rituel de régénération, comme le meurtre du seigneur depuis le XIIe siècle. En ce sens, la conjuration des Pazzi se rapproche d'un événement qui le précède d'au moins 2 ans, le 26 décembre 1476, le duc de Milan Galeazzo Maria Sforza est assassiné par un groupe de conjurés alors qu'il se rend à la messe célébrée dans l'église Santo Stefano. Les meurtriers sont immédiatement capturés, exécutés. Ce sont pareillement des jeunes patriciens dont la tête est échauffée par les souvenirs de la République romaine et qui scellent par le sang du prince l'espoir d'une régénération de la proximité perdue. Parce qu'on frappe en un certain lieu, ce centre civique, je ne vous refais pas le scénario déserté par les princes qui vivent désormais retranchés dans leur citadelle, on frappe à un certain moment les fêtes de Noël, souvenez-vous effectivement des très riches heures du duc de Berry, qui s'intègrent dans le calendrier politique des cérémonies du pouvoir à un moment essentiel de célébration de la paix princière. Machiavel, lorsqu'il raconte la conjuration des Pazzi, dans ses histoires florentines, suggère d'ailleurs cette dimension symbolique qui n'est qu'en apparence contradictoire avec la rationalité de l'action. Dans le récit qu'il en fait, la force de l'événement vient de la dimension expressément sacrilège. Là encore, il y a quelque chose effectivement d'une hétérotopie. Au moment où l'on attente au corps des princes,
Le vacarme est tel que, dit-il, on eût dit que la cathédrale allait s'effondrer. Alors probablement pas du point de vue du vacarme réel, mais c'est symboliquement cet effondrement de la cathédrale, on doit l'entendre. Sauf qu'on n'est pas à Milan. À Milan, effectivement, la seigneurie est une uomo mortale, et comme le disent pour se moquer d'eux les humanistes florentins, il suffit de porter le fer dans le corps du prince pour prendre le pouvoir, mais pas à Florence. Parce que les Médicis sont des princes dissimulés, mais des princes qui ne s'assument pas. Et donc, la conjuration des Pazzi, elle a deux objectifs au même moment, simultanément. Il y en a qui vont tuer le prince dans la cathédrale et les autres qui, en secret, s'introduisent dans le palais de la seigneurie. L'assassinat du prince et la prise du palais de la seigneurie. Le premier doit être éclatant, rituel, public. Le second se fait dans le secret. Je conclus. En 1968, un théoricien américain de la subversion politique, Edward Luttwak, constatant l'inefficacité des insurrections, écrit « coup d'État, mode d'emploi ». Selon sa définition, un coup d'État consiste, je le cite, en l'infiltration d'un rouage, petit mais essentiel, de la machine administrative de l'État. Rouage qui est ensuite utilisé pour empêcher le gouvernement d'exercer le contrôle de l'ensemble. Donc, à Santiago du Chili, par exemple, on va en même temps, la CIA et le général Pinochet vont en même temps prendre le palais de la Moneda, mais aussi la radio-télévision et le ministère de l'Aviation. Où sont ces rouages qui, une fois qu'on les a subvertis, permettent de prendre le pouvoir? Dans l'Italie princière du Quattrocento, il est peu probable que cette conception stratégique du coup d'État soit pensable. On ne s'attaque pas à un rouage essentiel, mais au cœur de la machine. Et cette machine est d'abord une machine à produire des effets symboliques. Et aujourd'hui, évidemment qu'on y pense. Je vous laisse y penser. Suffit-il de s'emparer d'un tyran, en Iran comme au Venezuela, pour renverser le pouvoir, où la mutazione dello Stato obéit-elle à d'autres mécanismes, vise-t-elle d'autres rouages? La culture insurrectionnelle reste toujours fascinée par l'évidence et la massivité des lieux de pouvoir. Songez au mouvement des Gilets jaunes qui, dans ses objectifs déclarés, confortait paradoxalement l'hyper-présidentialisme du régime français par son obsession élyséenne, alors qu'au même moment, d'autres courants de la gauche radicale prétendaient bloquer l'État en s'occupant de micro-lieux de pouvoir, de nœuds, de seuils, d'engrenages, de rouages minuscules mais essentiels de la machine étatique. Le paradoxe est que c'est aujourd'hui le technofascisme qui s'est emparé de cette pensée du réseau. Et au moment où l'un de ses gourous, Curtis Yarvin, appelle à un coup d'État contre Donald Trump, on comprend qu'un coup d'État aujourd'hui peut ne s'attaquer ni au lieu ni au corps. Point besoin d'assassinat politique ou de prise du Capitole, il suffit de s'emparer des réseaux. Ainsi peut-on se demander, avec Asma Mala, si le théâtre du pouvoir n'est pas autre chose qu'un simulacre ou un partage des rôles, l'un orchestre le show pendant que l'autre programme nos vies, pendant que la mutazione dello Stato liquide l'État, sans même avoir besoin d'occuper les lieux ou de prendre le pouvoir. Si c'est ça, l'histoire ne nous sera d'aucun secours, et certainement pas l'histoire médiévale. Sinon, peut-être pour nommer ce qui vient, c'est-à-dire se cacher du pouvoir. Gabriel Naudet publia en 1639 ses considérations politiques sur les coups d'État, mais il les publia en 12 exemplaires. Il s'agissait de faire voir à nu ce qu'il s'efforce tous les jours de voiler par 1000 sortes d'artifices. Car, écrivait Naudet, le coup d'État est comme l'orage. On voit plutôt tomber le tonnerre
qu'on ne l'a entendu gronder dans les ondes. Autrement dit, la foudre de l'action politique a déchiré d'un coup brouillard et ténèbres, le bruit qui l'accompagne ne se faisant entendre qu'après. Un coup d'État se prépare en secret, mais lorsqu'il advient, c'est le secret de l'État qui se trouve dévoilé avec cette brusquerie efficace qui caractérise l'action politique. Épiphanie de la violence dans l'action, commente Louis Marin, son éclat et éblouissement et aveuglement dans le temps de l'exécution. Et on retrouve évidemment le théâtre baroque. Dévoiler brusquement le cachet de l'État ne peut se faire qu'entre soi, et c'est pour cela que Naudet n'avait publié que 12 exemplaires de ses considérations. Pour n'avoir pas adopté cette règle élémentaire de prudence et avoir largement diffusé en 1931 sa technique du coup d'État, Malaparte fut jeté en prison. Les socialistes l'accusaient de fascisme et Mussolini le prenait pour un séditieux. Son livre était dangereux puisqu'il pouvait servir indifféremment à celui qui voulait prendre l'État et à celui qui cherchait à en défendre la légalité. C'est exactement le même problème que pose Le Prince de Machiavel, dont les commentateurs n'ont jamais cessé de se disputer sur son protocole de lecture. Machiavel veut-il bien dire ce qu'il dit et pour qui parle-t-il, pour Le Prince ou pour les Républicains, mais il parle à ceux qui voudront bien l'entendre, en révélant l'inavouable du politique et en le mettant implicitement à disposition de tous, ce qu'on appelle l'espacement. Il parle en situation d'urgence, au moment où on ne peut plus se laisser éblouir par la splendeur des mots, mais, écrit-il, aller droit à la vérité effective de la chose. Ce sont d'ailleurs les mêmes termes qu'utilise 5 siècles plus tard Jean-Richard Bloch pour défendre son ami Malaparte. Je le cite et je termine par là. En cas de danger, la besogne de l'intellectuel est de nommer les choses. Merci, à la semaine prochaine.